C'est vrai que quand Ariane Favier m'a demandé d'intervenir, elle me dit vous êtes administrateur judiciaire, votre métier c'est de céder des entreprises, c'est vrai, on fait plusieurs sessions chaque année, de nombreuses sessions, et inévitablement d'évaluer les actifs et notamment immatériels. Alors ma première réaction ça a été de lui dire attention, nous on n'est pas des spécialistes de la valorisation des actifs. Déjà les actifs matériels, il y a un commissaire-priseur judiciaire qui est habilité pour évaluer ces actifs. Et puis les actifs incorporels, eh bien effectivement, il y a des méthodes. Mais non, c'est pas incorporel, c'est immatériel. Je dis, attendez, il va falloir qu'on en discute parce que il faut que je vois un petit peu de quoi il en retourne. Et là, je pense que je mets à l'aise certains qui, comme moi, ne savaient pas forcément ce qu'étaient les actifs immatériels initialement. Et puis elle m'explique ce que l'on entend par actif immatériel. Et très rapidement, ça devient assez clair pour moi. Et je lui dis, moi j'ai une belle histoire à vous raconter pour illustrer les actifs immatériels. C'est celle de Boss Équipement, dont on a été l'administrateur judiciaire. Boss Équipement, on est désigné le 25 octobre 2016. On nous dit qu'évidemment il y a le feu dans la maison. On va immédiatement sur place à Moutier. Boss Équipement à l'époque c'est 185 salariés, dont à peu près 110 sur Moutier, ce qui fait de Boss le premier employeur de Moutier. On arrive là-bas, on y reste tout l'après-midi jusqu'à très tard dans la soirée, et le bilan à la fin de la journée, c'est qu'on n'a plus de trésorerie. On a mobilisé jusqu'aux factures d'acompte. Le factor est bloqué. On est le 25 octobre, on ne peut pas payer les salaires jusqu'à la fin octobre, jusqu'au 31 octobre. On décide ce soir-là, au premier jour de notre désignation, de réunir les salariés dès le lendemain matin dans l'entreprise, donc les salariés de Moutier, il y avait d'autres sites, mais l'essentiel était à Moutier, et de leur expliquer la situation. On les réunit, c'était un mercredi matin, on les réunit à la première heure le mercredi matin, et on leur explique, on leur dit voilà, on n'a plus de trésorerie, on a un vrai problème, puisque pour organiser une session dans des conditions minimum, il nous faut au moins 6 semaines. En dessous de 6 semaines, on ne peut pas faire, il y a des règles qui font qu'on ne pourra pas céder en moins de 6 semaines. La problématique, c'est qu'on ne peut pas honorer vos salaires. On a néanmoins un levier qui est l'AGS qui est l'organisme qui intervient pour prendre en charge les salaires, notamment ceux qui sont antérieurs à l'ouverture de la procédure, et qui prend également en charge les congés payés lorsqu'ils sont acquis avant l'ouverture de cette procédure, et qu'ils sont pris pendant la période d'observation qui suit l'ouverture du redressement judiciaire. Et on leur explique que si une majorité des salariés prend ces congés payés pendant ces premiers jours de la période d'observation, ça nous permettra d'avoir une source de financement pour ce temps nécessaire pour faire cette session, l'AGS pouvant intervenir encore ensuite et nous permettant d'avoir ces 6 semaines minimum pour organiser cette session. Et évidemment, dans ce genre de situation, ça nous arrive très rarement d'avoir recours à ce type de procédé, mais ça nous arrive quand même de temps en temps. Et la première question des salariés, c'est de dire mais qu'est-ce qui me garantit que l'AGS va prendre en charge mon salaire? Est-ce que vous pouvez nous garantir ça? Donc on explique ça à tous les salariés qui étaient sur place, et là il y a une première main qui se lève, et un salarié qui nous dit est-ce que je peux prendre mes congés payés et venir quand même travailler? On lui demande de répéter parce que c'est vrai qu'on était un petit peu surpris, et il nous confirme qu'il voulait venir travailler tout en prenant ses congés payés. C'est très riche de sens puisque ces congés payés qui sont financés par l'AGS, du moins dont elle fait l'avance, ils vont être décomptés du crédit de congés payés du salarié. Et à ce moment-là, la première réaction, et ça a été massivement suivi
de la part de ses collègues. La première réaction, ça a été de dire « Moi, je veux bien consommer mes congés payés pour venir travailler et sauver mon entreprise. » Et là, c'est un signe pour nous. Alors, on était effectivement très surpris et on parlait des difficultés à identifier, à valoriser. Je pense que la première des qualités qu'il faut avoir, c'est être attentif. Là, si on n'est pas attentif à ce signe-là, on passe à côté effectivement d'une vraie valeur. Et ça s'est confirmé au cours des semaines qui ont suivi. On avait un CE qui était extrêmement participatif, constructif, des salariés qui, effectivement, comme le disait Maître Rousseau, prenaient les choses en main, étaient source de propositions. Ils venaient me voir, ils me disaient « David, on a tel problème, dites-nous comment on peut trouver une solution, vous nous dites et on fait. » Et c'est vrai qu'en vivant, alors, compte tenu de la gravité de la situation, j'ai passé presque 2 mois tous les jours dans cette entreprise pour essayer de la sauver. Et tous les jours, on constatait comme ça des événements qui montraient qu'il y avait une vraie valeur chez les salariés. Et quand les premiers candidats repreneurs se sont manifestés, on leur a dit « Mais allez voir ces salariés, ils sont extraordinaires. » Alors, il y a des salariés extraordinaires dans plein d'entreprises. Hein. Je ne dis pas que les salariés de Boss sont plus extraordinaires que d'autres, mais c'était touchant, c'était impressionnant et c'était exceptionnel pour nous, administrateurs judiciaires, au sens littéral du terme, extraordinaire. Et c'est vrai que tous les candidats repreneurs ont tous été d'abord impressionnés, mais ensuite très intéressés par cette volonté des salariés pour qui le client était une absolue priorité. Il vivait pour satisfaire le client. On était aussi dans cette ambiance familiale qui était issue de l'histoire de Boss, avec Jean-Louis Boss qui avait été leur employeur pendant plusieurs décennies. Ils étaient très attachés, ils avaient beaucoup de respect à l'égard de leur ancien employeur. Et c'est vrai qu'on pouvait se poser aussi la question de savoir comment est-ce qu'on allait transmettre cet actif immatériel, puisque maintenant on met des mots sur les choses. On avait aussi un directeur des achats qui était extrêmement investi. Il était là de 6h du matin à 21h le soir. Avec lui, on a appelé... parce qu'il y a les salariés, mais il y a aussi les partenaires de l'entreprise. On a appelé plus de 120 fournisseurs, puisque sans trésorerie, il fallait quand même faire tourner la boutique. Donc, comment être livré, quand on a planté des fournisseurs avant le redressement judiciaire, comment être livré d'une marchandise pour pouvoir la revendre et donc avoir de la trésorerie. Avec le directeur des achats, on a appelé plus de 120 fournisseurs, les uns après les autres, pour leur expliquer la situation dans laquelle se trouvait Boss. Et là aussi, c'était assez extraordinaire, parce que les fournisseurs, alors je crois que sur le volume, il y en a peut-être 1 ou 2 qui ont refusé de livrer en accordant un délai de l'ordre de 15 à 30 jours. Mais pour l'essentiel des fournisseurs, la très grande majorité, alors évidemment ils n'étaient pas contents d'apprendre qu'ils s'étaient pris une ardoise, mais la réaction était la même. Boss nous a toujours soutenus. Nous, on va soutenir aussi Boss dans ce moment difficile. Donc oui, on y va. On vous livre, on vous laisse un délai, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, pour que vous puissiez faire fonctionner la boutique, le temps de trouver un candidat repreneur. Donc une vraie force interne et externe de cet actif immatériel chez Boss. Et puis, dans les candidats repreneurs que nous avions, celui qui a finalement été choisi par le tribunal, Gilles Silberman en l'espèce, mais toute la famille Silberman s'est investie, on retrouvait un petit peu le profil historique de Boss avec Jean-Louis Boss, cet aspect familial, cette gestion familiale, cet attachement des salariés à ces valeurs familiales. Et pour conclure, moi,
ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut se poser la question de savoir si on peut transmettre ces actifs-là. Et cette expérience montre que oui, on peut transmettre, et on peut transmettre avec succès, puisque tous les retours que j'ai, et ils sont très nombreux depuis cette session qui est intervenue quelques jours avant Noël 2016, donc tout ça s'est passé très vite, hein, en 8 semaines la session est intervenue, et tous les retours sont extrêmement positifs, y compris les salariés avec lesquels j'ai encore régulièrement des contacts, qui manifestent le même attachement à l'égard de leur nouvel employeur que celui qu'ils avaient à l'égard de leur ancien employeur. Et ce nouvel employeur a même pu développer encore cet actif immatériel. Donc oui, on peut le céder. Ça n'appartient pas à l'entreprise, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça n'appartient pas à l'entreprise. Pour autant, quand on sait faire, et quand on a les qualités pour le faire, ça peut se transmettre et ça peut se développer.